Bienvenue, bonjour Guillaume. Bonjour Elisa, bonjour à tous. À la une, le conducteur de la moto s'est rendu au lendemain de l'hospitalisation de 2 enfants percutés à Pontoise à moto. Donc, une fillette de 10 ans est toujours entre la vie et la mort. Son frère de 11 ans lui aussi est blessé. Vous entendrez l'adjointe au maire dans ce journal. À la une également, la charge de Jean-Luc Mélenchon contre ses alliés de la NUPES après ses propos polémiques sur Taïwan. Le leader de la France Insoumise avait qualifié de provocation la visite de Nancy Pelosi à Taïwan et s'était attiré les foudres de certains socialistes et écologistes. Est-ce le retour de la double peine? Le député LR Éric Ciotti dit qu'il va déposer une proposition de loi pour rétablir l'expulsion des délinquants étrangers en plus de la prononciation de leur peine. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est mis sous pression par sa droite quelques jours après son revers judiciaire dans l'affaire de l'expulsion de l'imam Hassan Iquissen. Un jeune Britannique de 12 ans est décédé aujourd'hui après 4 mois de coma. Il avait probablement participé à un défi de strangulation sur les réseaux sociaux. On parlera des dangers de ces Blackout Challenge et comment protéger les enfants. Le conducteur de la moto s'est donc rendu cet après-midi, un peu moins de 24 heures après avoir percuté 2 enfants à moto. Cela s'est passé hier soir entre 21h15 et 21h30 à Pontoise. Les 2 blessés sont une fillette âgée de 10 ans et un jeune garçon de 11 ans blessé à la jambe. La petite fille est toujours entre la vie et la mort. Elle souffre d'un grave traumatisme crânien. Je vous propose d'écouter la première adjointe à la mairie de Pontoise. La petite fille qui était en grande difficulté hier soir a été amenée directement à Necker, a été opérée hier soir. Elle est sortie du bloc opératoire en fin de matinée, début d'après-midi et son état ne s'est pas du tout amélioré. Elle est toujours dans un état critique. Et le petit garçon qui a 11 ans, lui, a été transporté de l'hôpital de Pontoise dans un autre hôpital pour être soigné parce que son état n'était pas terrible non plus. Nous sommes en ligne avec Franck Lebas, secrétaire départemental SGP Police du Val d'Oise. Franck Lebas, le conducteur de la moto s'est rendu cet après-midi. Oui, bonjour. Oui, effectivement, un peu après 14 heures, il s'est rendu au commissariat de Cergy, où il a été immédiatement placé en garde à vue et à l'heure actuelle entendu par les services de police de ce service-là. Franck Lebas, est-ce que c'est un quartier, à votre connaissance, qui est souvent sujet à des rodéos ou des accidents de ce type? Alors malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu un peu plus d'1 an un très grave accident sur une moto aussi qui circulait, qui avait été volée. Et les propriétaires du véhicule avaient retrouvé effectivement l'auteur, le pilote de la moto qui était volée. On a eu un grave accident qui avait eu 2 morts juste devant cette même cité. Alors après, c'est un quartier qui n'est pas habituel non plus au niveau des rodéos motos. Mais il faut savoir que des rodéos motos, en fait, on en trouve partout. Dès que vous avez une zone un petit peu urbanisée, vous allez retrouver des motocross, des scooters, des jeunes qui conduisent sans permis. Ou ce type de délinquance qui est devenue une délinquance de masse et qui ne respecte absolument pas les règles du code de la route. Et ouais, allez-y. Est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir lutter justement contre ces rodéos? Alors on a une grosse difficulté. Alors on essaye de judiciariser effectivement ou de faire d'énormes opérations policières, c'est-à-dire verrouiller une cité, faire des contrôles des caves ou ce genre de choses pour essayer de récupérer des motos. On essaye d'identifier à partir de vidéosurveillance, notamment des vidéosurveillance des agglomérations, les auteurs effectivement de cette conduite dangereuse. Mais la difficulté qu'on a, c'est l'intervention en flagrant délit, comment arrêter ce fléau. Puisque à l'heure actuelle, nous disposons donc d'un texte qui pourrait soustraire en fait la responsabilité pénale d'un policier dans le cas où il interviendrait ou le jeune serait éventuellement blessé. Merci Franck Lebas. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental à SGP Police du Val d'Oise, après donc que ce conducteur de moto se soit rendu. Dans le reste de l'actualité, c'est un tacle en règle contre son camp. Jean-Luc Mélenchon, qui avait été critiqué pour avoir qualifié Taïwan de composante à part entière de la Chine, charge l'un de ses alliés de la NUPES, Fabien Roussel. Et oui, dans un nouveau billet sur son blog, il reproche au leader du Parti communiste son silence alors qu'il pense la même chose, je cite. Le leader de la France Insoumise insiste aussi sur le fait qu'il défend la même position que celle de la France. Le résumé avec Loïc Gazard. Dans un nouveau billet de blog, aujourd'hui, le leader de la France Insoumise persiste et signe après ses propos polémiques sur Taïwan. Pour ma part, je n'ai fait que répéter la doctrine constante de notre pays, la France, rappelons-le, depuis 1965 à propos de la Chine.
Elle a été encore confirmée par Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères de Macron, quand il a été interrogé sur le sujet. Il n'y a qu'une seule Chine. À gauche, sa première prise de position ce jeudi avait déjà divisé la coalition. Olivier Faure prenait ses distances. L'opportunité de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan est discutable. La volonté des Taïwanais de vivre en démocratie ne l'est pas. Tandis que Julien Bayou, lui, critiquait ouvertement ses propos. Une vision assez datée, où en gros, un vrai cynisme en fait en matière de géopolitique, et puis finalement, tout ce qui est hostile aux États-Unis est bien, par principe. Cette vieille idée que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. On est attaché à la démocratie, on l'est partout dans le monde et tout le temps. Ces premières fractures au sein de la coalition de gauche ne manquent pas d'être soulignées par la majorité présidentielle. On voit que les socialistes et bon nombre d'écologistes, à chaque fois qu'un responsable de la France insoumise fait preuve d'excès, et c'est assez souvent, vous l'avez remarqué, ils ne savent plus où se mettre. Ils regardent leur pupitre, ils sont très mal à l'aise. Dans un message publié sur Twitter, l'ambassade de Chine a remercié Jean-Luc Mélenchon pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine. Alors avec nous en plateau, Alexis Cuvier du service politique de BFM TV, et puis également avec nous William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonjour. Alexis, ce qu'on remarque, c'est que la position de Jean-Luc Mélenchon a l'air de mettre assez mal à l'aise le reste de... Alors, pas forcément la France insoumise, mais plutôt de la NUPES. Et donc, on a un camp qui est assez fracturé, certains qui ne veulent pas parler et d'autres qui ne sont pas d'accord avec lui. On l'a vu un peu dans le sujet de Loïc Gazard. Au sein de la France insoumise, il y a un soutien de Jean-Luc Mélenchon. Manuel Bompard, un de ses très proches, a défendu sa position, a rappelé, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon dans son billet cet après-midi, que cette position de une seule Chine, je cite, est une politique officielle défendue par la France depuis près de 60 ans. C'est un peu complexe pour ceux qui ne connaissent pas bien la situation de Taïwan. C'est en fait la défense d'un statu quo, c'est-à-dire qu'on défend le respect des deux parties, Taïwan et la Chine, à cohabiter de cette façon, même si évidemment le sujet est sensible et provoque de temps en temps des tensions dans la région. Mais c'est vrai qu'il y a deux lignes très différentes au sein de la NUPES, cette ligne de LFI et des Jean-Luc Mélenchon, et en face la ligne défendue par les écologistes. Les écologistes se sont beaucoup exprimés sur le sujet ces dernières heures pour dire qu'ils n'étaient pas du tout à l'aise avec le premier message de Jean-Luc Mélenchon. Je pense bien sûr aux propos très forts hier sur notre antenne de Julien Bayou, qui estimait qu'il y avait dans les propos de Jean-Luc Mélenchon une vision datée, un certain cynisme. Les propos étaient très forts, et puis qui regrettait qu'il n'y ait pas de soutien du peuple taïwanais. Et ça, c'est quelque chose qui reste très fort et qui reste très visible dans la déclaration du jour de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas un mot pour le peuple, les habitants de Taïwan, et pour la démocratie, les autorités démocratiques sur place. Et Julien Bayou avait justement dit que quand on défendait la démocratie, on la défendait partout, pas simplement en France. Aucune complaisance à l'égard de régimes où il y a des problèmes de démocratie. William Tay, Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'il défend la position défendue par la France. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a des nuances avec la position officielle de la France? Il y a quelques petites nuances sur le grand principe. C'est vrai que c'est la politique défendue par le général de Gaulle lorsque la France était le premier pays à reconnaître le régime de Mao à l'époque. La difficulté, c'est qu'en fait, quand vous prenez la ligne du général de Gaulle, c'est que le général de Gaulle voulait une ligne indépendante, donc non alignée sur le conflit entre, à l'époque, les États-Unis et l'URSS, mais le général de Gaulle rappelait que la France restait un partenaire, un allié historique des États-Unis. Alors que là, Jean-Luc Mélenchon prend tous des types de positions sur un anti-américanisme primaire. Et c'est ça la grande difficulté qu'a Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, il y a un deuxième point sur le clivage entre NUPES et la France insoumise. C'est le même clivage que vous avez retrouvé sur la question des traités européens. Parce qu'en fait, sur la question des traités européens, lorsque la France insoumise proposait notamment de sortir des traités, vous aviez à l'époque le PS et Europe Écologie Les Verts qui étaient en position difficile, et notamment c'est ce qui était reproché à Olivier Faure et à Julien Bayou sur ce point-là. Donc en fait, c'est toujours le même clivage que vous avez, et c'est un clivage qui est-ce qu'on applique une question d'efficacité ou de réel politique, ou est-ce qu'on applique des principes? Parce que Jean-Luc Mélenchon, on peut lui poser la même question alors qu'il essaye de défendre au sein de la population française des populations d'origine musulmane ou de confession musulmane. Alors que là, ce qui s'est passé en Chine, c'est que vous avez la question des Ouïghours. Et là, c'est là où la position de Jean-Luc Mélenchon est compliquée, c'est là où Julien Bayou, je pense, a une rupture, notamment avec Jean-Luc Mélenchon.
Là où Jean-Luc Mélenchon persiste et signe, c'est sur le côté provocation des États-Unis. Et finalement, c'est ça qui pose problème. En fait, le point qu'a Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'à chaque fois, quand vous prenez tous ces types de positions, que ce soit en Amérique latine ou même au Moyen-Orient, c'est qu'en fait, il est sur un anti-américanisme primaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il soutient le pays qui fait face aux États-Unis. Je pense que Jean-Luc Mélenchon défend une vision du monde. Il n'y a pas d'intérêt électoraux dans ce qu'il fait. Ça lui rapportera pas une voix sur cette question-là. Je pense qu'il défend une vision du monde dans la mesure où nous assistons. C'est la troisième ère de la géopolitique. Vous avez la première ère après la Seconde Guerre mondiale, qui était la question de la guerre froide. Vous avez la deuxième ère qui a été décrite par Francis Fukuyama sur la question de la fin de l'histoire et donc de la victoire à l'époque supposée de la démocratie et du modèle américain. Et la troisième ère, c'est le conflit entre la Chine et les États-Unis. Ce que pense Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il se met du côté des pays autoritaires. Donc la Russie, la Chine, qui contestent l'ordre établi défendu par les Américains, parce qu'ils pensent que si les États-Unis perdent cette guerre, ils perdront leur modèle capitalisme financier. Et à ce moment-là, ça rejoint sa vision qui était liée à l'époque de la Chine communiste, et en plus de critiquer l'économie mondiale défendue par les Américains. C'est ce qu'appelait Julien Bayou la vision d'athée. Oui, c'est ça. C'est là-dessus, c'est là que Julien Bayou essayait de pointer qu'il y avait des difficultés avec cette vision, qu'on ne pouvait plus être sur une position de non-alignement qui est aujourd'hui dépassée au sens de l'élu écologiste. Ce qui est intéressant aussi dans le message sur le blog de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il renvoie, ou en tout cas il tente de renvoyer les autres à ce qu'il imagine et ce qu'il interprète comme des contradictions avec des prises de position. Ça, c'est un passage assez intéressant, très politique évidemment, de la note du blog. Quel genre de peur règne sur le débat? Je cite les mots de Jean-Luc Mélenchon. Où est passé l'actif président des amitiés franco-chinoises, Monsieur Raffarin, l'ancien Premier ministre français qui n'a jamais caché ses proximités avec Pékin, ses soutiens avec Pékin, même s'il a toujours été très ferme sur la condamnation du régime et des excès du régime, et les signataires de l'accord de coopération de l'UMP avec le Parti communiste chinois, dit encore Jean-Luc Mélenchon, et aussi, là c'est ce dont on parlait tout à l'heure, et Fabien Roussel, après son si récent voyage d'amitié en Chine. Là c'est un point intéressant parce qu'on sait qu'entre les deux hommes, il y a parfois des dissensions, alors qu'ils sont tous les deux membres de la NUPES. Fabien Roussel est député, Jean-Luc Mélenchon ne l'est plus. Mais bien sûr, là, il y a un petit appel du pied par rapport à son vrai faux ami du Parti communiste à se positionner, alors que le Parti communiste a tenu une position assez similaire à celle de Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux, en disant que les États-Unis avaient commis une provocation en envoyant Nancy Pelosi sur place. William T, que font alors justement Fabien Roussel, Jean-Pierre Raffarin? Le sujet est-il donc trop sensible pour s'en mêler? Personne ne veut soutenir Jean-Luc Mélenchon dans la mesure où il devient de plus en plus pestiféré. Quand vous regardez les élections législatives et les seconds tours qui se sont déroulés, vous voyez que notamment qu'à l'époque, ceux qui étaient victimes de ce qu'on appelait le Front républicain, c'était plutôt le Rassemblement national. Est-ce qu'avec les différentes positions de Jean-Luc Mélenchon, en fait, vous n'avez pas la France insoumise qui devient quasiment aussi infréquentable, voire plus infréquentable que la question du Rassemblement national? C'est une question qui se pose sur le plan électoral. Le deuxième point, c'est que Jean-Luc Mélenchon prend un type de position anti-américaine, un peu similaire avec ce qu'avait tenu Dominique de Villepin aux Nations Unies contre l'intervention en Irak, parce qu'à l'époque, c'était jugé populaire d'être plutôt contre la position américaine. C'était une constante de la politique française. On appelait ça la politique gaulo-mitterrandienne. La difficulté qu'on a eue actuellement, notamment avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est qu'on ne sait pas comment réagissent les populations parce que nous n'avons pas de mesures. À l'époque, si vous preniez une position anti-américaine ou anti-européenne, globalement, vous deveniez plus populaire parce qu'il y avait plus de personnes qui étaient considérées comme anti-européennes ou anti-américaines en France. Maintenant, avec la bascule et le fait qu'on ait le retour du tragique en Europe et le retour de la guerre, et donc le modèle démocratique est menacé, est-ce que l'opinion française n'a pas changé d'avis? Je pense que Fabien Roussel ou d'autres personnes qui pouvaient soutenir la Chine avant et de façon assez visible, aujourd'hui ont plus de doutes. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous parce qu'on va continuer à parler de politique. C'est une annonce d'Éric Ciotti sur Twitter. Le député Les Républicains compte déposer une proposition de loi dès lundi, précise-t-il, pour instaurer une double peine automatique pour les délinquants étrangers et permettant l'expulsion administrative de tout étranger si la France le décide. Fin de citation. Cette question a déjà été évoquée par le ministre de l'Intérieur très récemment suite à l'agression de 3 policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Gérald Darmanin parlait lui aussi d'une forme de double peine. Alors Alexis Cuvillier, je me tourne vers vous. Éric Ciotti, Gérald Darmanin, même combat sur ce sujet ? Pas exactement, puisqu'il y a quand même 2 personnalités qui ne sont plus du tout dans la même famille politique maintenant. Il faut le rappeler, Gérald Darmanin a quitté les Républicains depuis longtemps maintenant pour participer au gouvernement d'Emmanuel Macron. D'abord au budget au début du quinquennat, puis ensuite à l'intérieur. Éric Ciotti, lui, est sur une ligne qui a longtemps été qualifiée de droitière au sein même de LR, même si certains pointent que ces derniers mois, il a pu parfois donner l'impression de se
recentrer légèrement avec un enjeu pour Éric Ciotti, c'est la présidence des Républicains, la présidence du parti. Éric Ciotti est a priori favori dans ce scrutin interne qui va se jouer à la fin de l'année. Le sujet de cette insécurité et de cette gestion de la question des délinquants étrangers va probablement être un sujet important à la rentrée, puisque vous savez que le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il y allait avoir un débat sur cette question. Obligé, semble-t-il, puisqu'il a perdu, selon toute vraisemblance, un arbitrage gouvernemental avec Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, obligé de reporter le texte peut-être un petit peu plus tard que ce qu'il avait imaginé, Gérald Darmanin. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'évidemment Éric Ciotti le tacle. Il parle de procrastination. Il dit que le pouvoir macroniste sort de 10 ans d'inertie, je cite les mots du député des Alpes-Maritimes, et de renoncement coupable. Donc voilà, là on sent qu'il va y avoir un rapport de force entre la droite et le ministre de l'Intérieur sur cette question. Je me tourne vers Violette Spilbou qui est en duplex avec nous. Bonjour, vous êtes députée La République En Marche Ensemble du Nord. La question en fait qui se pose avec cette proposition d'Éric Ciotti, c'est, pardon pour la question un peu provocante, mais quelle est la différence entre ce que propose Éric Ciotti et ce que va proposer Gérald Darmanin à la rentrée ? Écoutez, Éric Ciotti, pour moi, rebondit sur les propos de Gérald Darmanin qui a ouvert le sujet et qui a exprimé son intention qu'il y ait un débat apaisé dans le cadre législatif et dans le cadre, vous l'avez rappelé, de ce qui nous attend à l'Assemblée nationale à la rentrée, c'est-à-dire à la fois un premier débat au mois d'octobre sur les moyens de la sécurité et les 15 milliards d'euros qu'on va remettre pour la sécurité des Français, et puis 2 mois plus tard, après les échanges avec la société civile, le débat sur l'immigration. Donc la différence, elle est forte, c'est qu'en fait, Éric Ciotti fait un coup de com' avec son annonce sur Twitter pour proposer une double peine automatique, c'est-à-dire en fait, il veut tout simplement lever les 8 catégories de protection qui existent aujourd'hui contre la double peine, alors que Gérald Darmanin, qui est avec nous un partenaire avec l'Assemblée nationale, a bien compris que les Français veulent qu'il y ait un débat apaisé au sein de l'Assemblée nationale, au sein du processus législatif. Et même si on ne va pas attendre, parce qu'on est bien d'accord que le sujet des délinquants étrangers qui menacent notre République française est prioritaire, eh bien, il faut quand même qu'on entende les associations qui s'expriment largement sur ce sujet, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est aujourd'hui un garde-fou sur ces sujets, et qu'on puisse trouver une voie et avoir une loi qui soit réellement votée. À ce sujet, Madame Spilbou, effectivement, vous disiez que la double peine, ça existait déjà en France et qu'il y avait des catégories d'exception, des personnes, des étrangers en France qui ne sont pas soumis à la double peine. On pense depuis 1981 aux mineurs, on pense aux étrangers parents d'un enfant ou à ceux qui sont sur le territoire français depuis plus de 20 ans. Est-ce qu'il y a déjà des pistes dans La République En Marche sur des évolutions de ces exemptions à la double peine? Il y a déjà eu les pistes évoquées par Gérald Darmanin, notamment celui des personnes qui seraient arrivées avant l'âge de 13 ans sur le territoire français, ceux qui résident depuis plus de 10 ans sur le territoire français et qui, je le répète, sont délinquants, ont été condamnés et représentent une vraie menace pour l'ordre public en France. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Moi, aujourd'hui, je partage totalement cette intention. Finalement, ça va être un débat passionnant à l'Assemblée nationale parce que ça va être un débat politique fondamental. Celui qui va opposer ceux qui considèrent que les étrangers, même s'ils ont commis des délits très graves, ont un droit inaliénable de rester en France, ou ceux, comme moi, qui pensent que lorsqu'on a commis un délit grave et qu'on représente une menace, par exemple pour le terrorisme, ou qu'on a commis des actes tellement graves que l'on ne peut pas rester sur le sol français. Et donc, on verra bien que ces protections, qui sont aujourd'hui pour beaucoup de Français trop larges, eh bien, doivent certainement, pour une partie, être levées. William Tay, très rapidement, est-ce que cela veut dire contourner aussi plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l'homme? Oui, c'est l'enjeu en fait, parce qu'il est possible que, admettons que le Conseil d'État valide le jugement en première instance du tribunal administratif. C'est-à-dire qu'éventuellement vous avez une situation de jurisprudence auquel on peut considérer que à chaque fois qu'il y aura une expulsion, on va observer si la personne, ça va menacer de façon disproportionnée la question de la vie privée. Et une fois que vous avez cette situation, Gérald Darmanin va faire face à ce qu'on appelle un carcan et des différentes mesures sur lesquelles il ne pourrait pas réguler les flux migratoires
migratoire. Je pense que ce qu'essaye de jouer le Darmanin, c'est une sorte de Macron 2.0. Macron avait aspiré les voix de la droite sur la question économique, avait repris le programme des Républicains à l'époque de François Fillon. Si Gérald Darmanin, admettons qu'il ait des ambitions présidentielles en vue de 2027, aspire le programme des Républicains sur la sécurité et l'immigration, est-ce qu'il existera un espace électoral pour les Républicains en vue de 2027? C'est la question qui est posée. Pour cela, Gérald Darmanin doit montrer qu'il est capable d'agir sur le réel et que les Français puissent reprendre la main sur la question migratoire. Merci à tous les trois d'avoir été en plateau avec nous pour parler de ces questions d'immigration et de Gérald Darmanin pour une rentrée politique qui s'annonce du coup assez à droite, Alexis, pour le gouvernement. Dans le reste de l'actualité, il était maintenu dans le coma après un jeu dangereux sur les réseaux sociaux. Le jeune Archie, 12 ans, est décédé à la mi-journée. Il avait été hospitalisé après avoir joué au jeu du foulard sur TikTok. On vous retrouve, Laura Calmu, vous êtes en duplex de Royaume-Uni. Il était considéré en état de mort cérébrale depuis la mi-juillet. Exactement, et devant le Royal Hospital London, quelques Britanniques sont venus pour déposer des fleurs ou allumer quelques bougies pour témoigner de leur sympathie. Depuis ce matin, eh bien, la famille était aux côtés du petit garçon car à 10 h ce matin, l'hôpital a décidé d'arrêter les soins qui le maintenaient en vie. Alors la maman du petit garçon est venue s'exprimer devant les caméras. Elle a expliqué qu'elle était très fière de son petit garçon et qu'il était très difficile pour elle d'être dans cette situation et qu'Archie s'était battu jusqu'au bout. Alors depuis le mois d'avril, Archie était dans le coma. Il avait été retrouvé inconscient chez lui alors qu'il avait participé à un défi qui peut être mortel sur les réseaux sociaux, un défi qui consiste à retenir sa respiration jusqu'à l'évanouissement. Les parents voulaient le maintenir en vie, voulaient du moins qu'il soit transféré dans un centre de soins palliatifs, mais les médecins estimaient que vu son état, il était impossible de le transférer. Alors la famille du petit Archie a épuisé tous les recours, la Haute Cour de justice, la Cour suprême, la Cour européenne des droits de l'homme, et tous les appels ont été rejetés. Certains trouvaient que les parents pratiquaient un acharnement thérapeutique, mais aujourd'hui, tout le pays est dans l'émoi puisque le petit Archie est mort aujourd'hui à la mi-journée. Merci beaucoup Laura Calmus en direct de Londres. On va prendre maintenant la direction d'Israël où l'on retrouve Julien Baloul qui est habitant de Tel Aviv. Escalade de la violence depuis plusieurs heures maintenant sur la bande de Gaza. Des tirs de roquettes se font entendre de là où vous êtes à Tel Aviv, Julien Baloul. Oui, absolument. C'est vrai que c'est hier soir, lors de ma première intervention sur BFM, je disais que les tirs n'avaient pas réussi à atteindre la ville de Tel Aviv puisque les sirènes et les explosions étaient arrivées jusqu'à banlieue sud. Et bien là, tout à l'heure, j'étais dehors avec mes enfants et on a entendu plusieurs explosions dans le ciel. Il faut savoir que les sirènes d'alarme se lancent uniquement dans les zones qui sont concernées. Donc là, c'était les quartiers sud de Tel Aviv. On était juste à la frontière, un petit peu plus au nord des quartiers nord de Tel Aviv, mais on entendait malgré tout les explosions. Tout le monde s'est regardé. Les rues sont quasiment vides, bien plus vite qu'un week-end habituel. Les habitants sont très inquiets. On ne sait pas comment va se passer la nuit. Les habitants du sud d'Israël, à la frontière de bande de Gaza, sont sous le feu maintenant de dizaines et de dizaines, je crois, près de 400 roquettes qui ont été tirées depuis hier, depuis la bande de Gaza. Une partie est tombée dans le territoire palestinien, une partie a été interceptée. Nous, cette nuit, moi, il y a quelques instants, j'ai expliqué à mes enfants qu'on allait sûrement être réveillés par des bruits de sirènes et qu'il allait falloir se lever rapidement et descendre aux abris. Moi, pour mon cas, j'habite au 4e étage et l'abri est au sous-sol. Donc, on n'a que 90 secondes pour entendre la sirène en pleine nuit, se réveiller, prendre les enfants, descendre les 4 étages et arriver au sous-sol. Certains dans le sud du pays ont encore moins de temps que ça. Donc, c'est la situation telle qu'elle est actuellement. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est que le djihad islamique, qui est une force moins importante dans la bande de Gaza que le Hamas qui est en scène, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours. On ne sait pas si les colonies de vacances pour les enfants pourront avoir lieu. On ne sait pas si demain les centres commerciaux vont rester fermés, par exemple à Tel Aviv. On attend de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Merci Julien Baloul, vous êtes habitant de Tel Aviv dans cette situation d'escalade et de tension dans la bande de Gaza. Restez avec nous dans un instant, nous reviendrons sur cette sécheresse historique en France. Une centaine de communes se retrouvent sans eau potable. Dans certains départements, le risque incendie est maximal. A tout de suite. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés.
Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Près de 650 soldats du feu sont sur place. Les flammes ont frôlé les habitations. Odessa qui a été attaquée donc ce matin par l'armée russe. Michel Goya, est-ce qu'il y a une contre-offensive qui se prépare? En tout cas, elle est annoncée depuis très longtemps. On est vraiment en train de vivre un changement auquel il va falloir s'adapter. Nous avons découvert le vrai visage de la majorité. Monsieur Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, n'a pas le sort de se voir. Des phrases choc pour provoquer. On va en parler avec mes invités. Restez sur BFM TV. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Un chien, c'est drôle et ça vous suit partout. Mais ça peut coûter cher en cas de maladie ou d'accident. Alors si vous voulez un chien drôle et qui vous suit partout, mais pas les risques qui vont avec, prenez plutôt ça. Sinon, il y a Santévet, l'assurance qui rembourse vos frais vétérinaires. Santévet, assurer son animal, c'est pas bête. Ah, et pour la couleur, taupe, évidemment. Ouais, mais faut que ça pète. Ça sera des rangements en hauteur. Moyen haut. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un îlot central. Sur le côté. Enfin, sur le côté au milieu. Sur le côté. Très bien. Plan de vie, fabrication, poste de votre cuisine. Avec SoCook, tout est clair, même si vous ne l'êtes pas toujours. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Régime Box, ça marche. Nos clients perdent en moyenne 4 kilos dès le premier mois. Et comme chaque personne est unique, notre programme est entièrement personnalisable. Personnalisable en fonction de vos objectifs. La durée du programme s'ajuste à votre objectif de perte de poids. Personnalisable en fonction de vos besoins. L'apport calorique journalier est personnalisé en fonction de votre métabolisme. Personnalisable en fonction de vos goûts. Vous choisissez vos repas parmi une soixantaine de recettes gourmandes. Bénéficiez jusqu'à 64% de réduction sur le premier mois de votre programme. Alors, si vous voulez perdre du poids, allez sur regimebox.fr, regimebox.fr. Chez Amassif, t'es vraiment plus qu'une simple personne qui paye une assurance. Ouais, t'es vraiment quelqu'un... En fait, on n'est pas pris pour des gens un peu naïfs. Oui, c'est ça. Je les ai appelés, j'étais en panique. Ils m'ont dit, mais pas de soucis, calmez-vous. De la bienveillance. Et ça faisait vraiment plaisir parce que j'étais vraiment perdue. La Massif, c'est vous. La Maison Convertible est le spécialiste du canapé lit et du meuble intelligent. Nous avons plus de 55 magasins en France. Nous avons communiqué sur BFM TV car nous souhaitions gagner en notoriété et créer du trafic dans nos magasins. Nous avons fait une première campagne il y a 2 ans avec des spots de 20 secondes. Depuis, nous réalisons du sponsoring avant et après différentes émissions de télévision. Ce sont des spots de 8 secondes. Très rapidement, nous nous sommes rendus compte que les résultats étaient très bons. En effet, nous avions des retours de clients en magasin qui nous avaient vus à la télévision. C'est signe d'une réussite sur ces campagnes. Je recommanderais à d'autres annonceurs de travailler avec BFM TV. Cela permet de communiquer à une clientèle ciblée dans toute la France. Et en plus, c'est un réel plaisir de travailler avec les équipes de la chaîne qui sont efficaces et professionnelles. Mais c'est pas bientôt l'anniversaire de ma nièce? Bon, et si je lui prenais une super loupe sur Amazon? On commencerait à mener des enquêtes. Évidemment, on ouvrirait notre agence de détective privé. On identifierait des suspects. On suivrait des pistes. Et à la fin, on bouclerait l'affaire. Meilleure tante du monde. Vous aussi, vous voulez changer les choses? Éco-rénover votre maison? Réduire la consommation d'énergie de votre entreprise? Passer à l'électrique? Au Crédit Agricole, on sait qu'ensemble on y arrivera. Rejoignez la famille Fast & Furious et collectionnez les voitures les plus mythiques de la saga. Le numéro 1, la Dodge Charger pour 2,99 € chez votre marchand de journaux. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine.
L'Express. S'informer pour réussir. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, la Grèce est à partir de 399 €. Profitez-en. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. 18h30 sur BFM TV, soyez les bienvenus. Et toujours cette sécheresse historique en France. Une centaine de communes se retrouvent sans eau potable. Des camions-citernes se chargent de les ravitailler. Et puis dans certains départements, le risque incendie est maximal. À la une également, ce beluga repéré dans la Seine et qui est désormais dans une écluse à 70 km de Paris. Une situation stressante pour l'animal qui s'est vu administrer des vitamines cet après-midi. Il refuse pour le moment de s'alimenter, ce qui fait craindre le pire aux associations. Un rodéo urbain a tourné au drame hier à Pontoise. 2 enfants de 10 et 11 ans ont été fauchés par une moto. Ils sont grièvement blessés. Cet après-midi, on apprend que le conducteur de la moto s'est rendu dans un commissariat. Et puis l'escalade dans la bande de Gaza, des tirs continuent de retentir alors qu'Israël dit avoir tué 15 combattants d'un groupe considéré comme terroriste. Les autorités palestiniennes, elles, parlent de 13 morts, dont une fille de 5 ans. 100 communes privées d'eau potable. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de la Transition écologique. Et les choses ne risquent pas de s'améliorer puisque la France va vivre une 4e vague de chaleur la semaine prochaine. Alors comment faire sans eau? Des camions-citernes ravitaillent pour le moment ces communes. Exemple à Seillan dans le Var avec Chloé Barbeau. Dans le Var, la source qui alimente le village de Seillan est à sec. Les habitants doivent drastiquement limiter leur consommation. 150 litres maximum par personne et par jour. Je fais un relevé le matin et je fais un relevé le soir et je vois combien j'ai consommé. Réutiliser l'eau des pâtes ou prendre sa douche avec une casserole, tout le monde doit s'adapter. Par exemple, au lieu de faire plusieurs machines à laver, on va faire peut-être une seule machine à laver, vous voyez, des choses comme ça. Il suffit d'y penser. Depuis le mois de mai, un camion-citerne transporte l'eau de la commune voisine jusqu'au château d'eau de Seillan. L'objectif ? Éviter la coupure totale d'eau potable. Pendant ce temps, 24 heures, 48 heures, ça serait donc une alimentation par des packs d'eau. Et si les habitants le comprennent bien, en étant très raisonnables, peut-être que nous échapperons à cette situation. En cas de non-respect des limitations, l'amende s'élève à 1 500 € pour les particuliers, 7 500 pour les professionnels. Et nous sommes avec Alexis Fortin, Nicolas Fortin, pardon, excusez-moi de d'écorcher votre nom. Vous êtes agriculteur dans la Vienne. Merci d'être avec nous. Nous sommes également avec le lieutenant-colonel Ludovic Pagano. Bonjour, merci d'être avec nous. Cette situation de sécheresse, ça veut dire qu'aujourd'hui, 100 communes sont sans eau potable. Est-ce que c'est vraiment du jamais vu comme on l'a entendu? On a entendu hier historique. Alors oui, c'est historique, du jamais vu. J'avoue que j'ai pas cette information. En tout cas, c'est tout à fait exceptionnel. Et malheureusement, comme l'a dit le ministre, c'est une situation qui risque de se reproduire de façon de plus en plus fréquente dans les années à venir, en raison de ce fameux réchauffement climatique. Nicolas Fortin, vous êtes donc agriculteur. Quelle est votre situation? Que cultivez-vous? Avez-vous des animaux? On imagine que vous souffrez de la sécheresse, mais à quel niveau chez vous? Oui, comme tous les paysans, on souffre de la sécheresse, on souffre surtout de la chaleur en fait, qui augmente les besoins en eau. Donc nous, oui, on a des cultures, on a des prairies bien sûr, qui souffrent bien de la sécheresse. Alors ce qui est particulier cette année, c'est que en fait, on a une sécheresse surtout d'hiver, c'est bien là le problème. Donc là, cet hiver, les cultures n'ont pas souffert, mais les réserves en eau ne se sont pas reconstituées et c'est ce qui pose aussi aujourd'hui le plus de problèmes. Parce que vous n'avez pas donc de réserve d'eau à utiliser cet été. Vous avez des retenues d'eau chez vous qui peuvent vous aider l'été? Moi non, parce que sur ma ferme, on n'arrose pas. Donc nous, on utilise simplement de l'eau pour abreuver les animaux. Mais ce qui pose le problème, justement, c'est que dans le Poitou-Charentes, il y a beaucoup d'irrigation. Et puis, aujourd'hui, en fait, on manque... Du fait qu'on arrose, les besoins des cultures augmentent, il n'y a plus assez d'eau, donc on risque d'énormément
que d'eau sur l'adduction d'eau. Et moi, je fais partie de la Confédération paysanne, pardon, ce qu'on considère qu'il faut surtout faire évoluer nos modèles agricoles et qu'en aucun cas, tout le monde pourra se mettre à arroser parce qu'il n'y aura jamais assez d'eau. Et en aucun cas, le stockage tel qu'on veut le faire chez nous dans des bassines sera la solution. Parce que cet hiver, on n'a pas eu assez d'eau pour recharger les nappes. Donc en aucun cas, on aurait eu de l'eau pour la stocker. Lieutenant-colonel, vous êtes ancien colonel des sapeurs-pompiers, mais vous avez aussi été à la tête de la cellule interministérielle de crise du ministère de l'Intérieur. Ce que dit cet agriculteur sur le stockage de l'eau, ça vous parle? C'est des solutions qui sont déjà mises en œuvre ou pas assez? Ce sont des solutions qui effectivement ont été mises en œuvre. Derrière ce phénomène de sécheresse, je crois qu'il faut vraiment prendre le problème dans sa globalité. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui a motivé l'activation de la cellule interministérielle de crise par la Première ministre ces derniers jours. Parce que précisément, ça impacte tout un tas de domaines, cette sécheresse. Ça impacte, on a vu, l'agriculture, mais ça va impacter également l'énergie. Le barrage de Serre-Ponçon, avec un niveau d'eau qui est extrêmement bas depuis plusieurs semaines, fait qu'aujourd'hui, il y a des conséquences sur le tourisme d'abord, et donc sur l'économie. Il y a des conséquences sur la faune et la flore, puisque les lâchers d'eau se font de façon de moins en moins fréquente. La production d'énergie est aussi extrêmement faible. Toujours pour parler d'énergie, les centrales nucléaires fonctionnent au ralenti, puisque les niveaux d'eau ne permettent pas un refroidissement suffisant des réacteurs pour que ceux-ci puissent fonctionner en toute sécurité. J'ai un collègue de ma société qui me disait ce matin qu'en Alsace, une station essence était fermée. Alors, il n'y a pas de pénurie d'essence aujourd'hui, mais le niveau d'eau dans le Rhin est trop bas aujourd'hui pour que les bateaux qui transportent le carburant, puissent acheminer le carburant jusqu'à certains points, et donc par effet domino, on se retrouve avec ces problèmes-là. Donc ce problème de sécheresse n'est pas qu'un problème de sécheresse, c'est vraiment un problème global, et aujourd'hui je crois qu'il faut également nous préparer à identifier des situations auxquelles nous n'avons pas forcément pensé aujourd'hui. Ce phénomène est nouveau, historique, et nous apprenons chaque jour. Nicolas Fortin, est-ce que vous envisagez, vous, de faire évoluer vos cultures, faire par exemple des variétés moins gourmandes en eau? Oui, bien sûr, il va falloir évoluer. De toute façon, on a déjà évolué un peu. Nous, on cultive encore du maïs. Je pense du maïs qu'on n'arrose pas en culture sèche. Donc, je pense qu'on va arrêter, progressivement arrêter, parce que là, on a trop de phénomènes de forte chaleur qui augmentent les besoins en eau. Et donc, voilà, on peut cultiver des céréales d'hiver où il y a beaucoup moins de besoin en eau. En aucun cas, on peut aussi dire qu'on va généraliser l'irrigation, comme certains pourraient le dire. Puisque, en fait, il faut, je pense, nous, paysans, apprendre à travailler avec simplement ce que nous donne la ressource qu'on a. Voilà, il faudra peut-être intensifier un peu les cultures, essayer de faire moins de rendement, mais vouloir continuer l'agriculture comme on l'a fait jusque-là, sans soucier de la ressource, c'est pas possible. Puisque là, aujourd'hui, l'irrigation, elle prend beaucoup d'eau dans les nappes phréatiques, même pour remplir ces fameuses bassines. Là, on prend l'eau dans les nappes phréatiques, qui est exactement la même eau qu'on se sert pour l'eau potable. Et là, on se voit bien que chez nous, ça pose de gros soucis. Dans la Vienne, aujourd'hui, les syndicats d'eau nous disent c'est pas sûr qu'on ait assez d'eau pour l'eau potable. Donc voilà, l'agriculture, c'est une chose, mais nos premiers besoins, c'est l'alimentation en eau potable, les besoins des populations. Et je pense que ça, c'est une ressource qu'il faut préserver absolument. Je reviens tout de même sur une chose que vous nous avez dite. Vous comptez peut-être arrêter de faire du maïs. Le maïs sert à l'alimentation du bétail. Ça veut dire aussi changer l'alimentation des animaux à l'avenir, ou peut-être réduire votre élevage? Oui, ça veut dire changer d'alimentation. On peut faire d'autres fourrages d'une autre façon. J'ai déjà commencé à semer des céréales d'hiver, ce qu'on appelle des bétails, ou des mélanges protéagineux, céréales qu'on ensile pour faire du fourrage pour les animaux. Donc c'est une plante qu'on sème à l'automne et qu'on va récolter au mois de juin. Voilà, donc on évite un peu les phénomènes de sécheresse. C'est un aliment qui est moins riche que le maïs, mais bon, voilà, il faut s'adapter. Je pense que de toute façon, on aura d'autres choix. Et pour finir sur l'irrigation, je pense qu'il faut aussi, il y a des cultures où il y a absolument besoin d'irrigation. Et donc nous, à la Confédération paysanne, on estime qu'il faut prioriser les usages de l'eau et aller... il y a des cultures comme le maraîchage, l'arboriculture, des petits fruits par exemple, où l'apport d'irrigation est indispensable. Donc il faut prioriser ces usages avant de vouloir partir dans des logiques de stockage énormes. Voilà. Ludovic Pagano. Oui, je voulais réagir à ce que dit Nicolas Fortin. En fait, aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec
et pas vivre contre. On peut rien faire contre cette sécheresse. En tout cas, ça peut pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. L'activation de la cellule de crise va permettre de résoudre certainement quelques difficultés, mais ça ne peut pas s'installer dans le temps. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, je crois qu'il faut parler de changement de paradigme. Il faut que l'ensemble des Français, l'ensemble de la population comprennent la situation et agissent en conséquence, pour que cette situation soit la moins grave possible. Il faut aussi que finalement l'État, dans les mesures que le gouvernement prendra pour limiter les conséquences de cette sécheresse, que les mesures soient comprises, qu'elles soient acceptées. Avec le Covid, il y a quand même eu un manque de confiance, une baisse de confiance importante des Français vis-à-vis du gouvernement. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement retrouve cette confiance et que les Français fassent confiance à ce gouvernement. Il faut donc trouver les bons mots, il faut donner du sens aux décisions qui seront prises pour que toute la population puisse agir de façon efficace face à cette situation. L'effort, c'est évidemment consommer moins ou mieux, en tout cas, que ce soit l'eau ou l'énergie, vous en parliez tout à l'heure. Oui, c'est l'énergie. Alors chacun doit y mettre du sien. Je vous parlais tout à l'heure du barrage de Serre-Ponçon, c'est pas anodin, puisqu'on est en limite aujourd'hui aussi d'un blackout. On est l'été, d'habitude ça arrive l'hiver. Pourquoi est-ce que ça arrive l'été? Parce que d'abord, effectivement, la production d'électricité diminue, mais aussi parce que la consommation d'électricité avec les climatisations augmente. Voilà. Donc en fait, on a toujours ces effets dominos qui font que la situation se dégrade au fil du temps. Monsieur Fortin l'a dit tout à l'heure aussi. L'hiver dernier, il y a eu des conséquences. Il y a de la sécheresse cet été. On n'est pas certain que l'hiver prochain permettra de renouveler toutes les réserves en eau. Enfin voilà. Donc la situation se dégrade et je crois qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'éléments factuels pour que tous ensemble on puisse prendre la situation à bras-le-corps. Un mot quand même sur les incendies, puisque vous êtes du coup ancien sapeur-pompier. La situation a été très préoccupante ces dernières semaines et ces derniers mois. On a rappelé les messages de prévention. Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens qui partent en vacances dans les zones qui sont les plus touchées par les incendies? Faites attention, respectez bien les consignes, respectez bien les interdits, les fermetures, etc. Bien sûr. Alors, tout d'abord, il y a les mesures qui sont prises au niveau des communes, au niveau des préfectures, pour que certains massifs forestiers soient tout simplement interdits d'accès. Maintenant, chacun doit être conscient que le moindre petit geste peut générer un début d'incendie. Je suis rentré de vacances il y a quelques jours, et sur le bord de l'autoroute, un départ de feu de forêt, je crois que c'est dans la Drôme, c'est allumé. Le feu de forêt, c'est pas allumé tout seul. J'ai entendu peut-être que ça pouvait être une canette de bière ou je sais pas quoi avec le soleil. Enfin bon, à un moment donné, il faut juste s'arrêter. Ce départ de feu, de toute évidence, c'est un mégot qui a été jeté d'une fenêtre d'une voiture et qui a provoqué ce départ de feu. Plutôt que de faire un barbecue, faisons une plancha. Enfin, à un moment donné, voilà, c'est juste être responsable et c'est comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la moindre étincelle peut générer un départ de feu. Ça va être aussi une question d'aménagement du territoire, puisque Emmanuel Macron en a parlé en Gironde. Il va falloir rebâtir, replanter avec peut-être d'autres espèces et puis rebâtir en laissant aussi des accès aux pompiers. Oui, alors là, on va parler d'urbanisme et puis moi, je vais me parler également de l'interface habitat-forêt. Il faut effectivement qu'aujourd'hui nos politiques évoluent dans ce sens-là, qu'à un moment donné, il va falloir accepter que nous ne serons plus en capacité d'éteindre la totalité des feux. On a beaucoup parlé ces derniers temps de méga-feux. Heureusement, tous les feux de forêt aujourd'hui ne sont pas des méga-feux, mais nous avons vu en Gironde notamment des feux qu'on a considérés comme hors normes et nous devons utiliser les retours d'expérience pour reconstruire ces massifs forestiers et les rendre plus résilients. Merci beaucoup, lieutenant-colonel, et merci beaucoup, Nicolas Fortin, agriculteur dans la Vienne, d'avoir été avec nous sur BFM TV pour parler du sujet de la sécheresse qui va continuer de nous préoccuper dans les prochaines semaines. Dans le reste de l'actualité, ce beluga qui est arrivé dans la Seine en début de semaine. Le beluga est un cétacé blanc qui vit habituellement dans les milieux arctiques. Il est suivi depuis plusieurs jours par l'association Sea Shepherd qui tente de le nourrir, de le guider. À l'heure actuelle, le cétacé se trouverait plutôt vers la Normandie, à 70 km de Paris. C'est là que vous vous trouvez, Antoine Forestier. Antoine, quelles nouvelles avez-vous du beluga ? Eh bien, ce beluga, il a toujours des difficultés à s'alimenter. Hier, des harengs morts lui ont été apportés par les bénévoles de Sea Shepherd. Il ne les a pas mangés. Ce matin, des truites arc-en-ciel vivantes, cette fois-ci, ont été amenées ici dans le bassin. Et là aussi, ça ne l'a pas intéressé. C'est bien ce qui inquiète ici parce que ce beluga est dans un état d'amaigrissement. Vous allez le voir sur ces images de Margot Sèvres. Il y a encore du monde ici. Les bénévoles de Sea Shepherd qui sont présents, la police de l'environnement, également la préfecture de l'Eure à ses côtés, puisque ce beluga, il est coincé actuellement dans une des 4 écluses ici à Notre-Dame de la Garenne. Ça représente un bassin d'environ
environ 125 mètres sur 24, ce qui lui permet de faire des allers-retours. Nous avons pu le filmer tout à l'heure. Cet après-midi, il fait de longues apnées et ressort de temps en temps à la surface. On ne sait pas pour l'instant ce qui va être préconisé par la préfecture de l'Eure pour le remettre jusqu'à l'océan. La décision n'a pas été encore prise. Ce que l'on sait en revanche, c'est que des vétérinaires sont venus cet après-midi pour effectuer des injections d'antibiotiques et de stimulateurs d'appétit. Je vous propose d'écouter à ce propos Isabelle Dorlia-Pouzet, c'est la secrétaire générale de la préfecture de l'Eure. Elle est interrogée au micro de Margot Sèvres. Des vétérinaires sont en route pour venir sur site et examiner le beluga autant que possible et lui administrer, alors je vais le dire très simplement, des vitamines et des produits qui sont susceptibles de lui ouvrir l'appétit. Voilà, donc l'idée c'est de voir si c'est son périple qui l'a fatigué et qu'il manque d'énergie, y compris pour peut-être s'alimenter, ou si c'est peut-être un individu qui malheureusement serait peut-être souffrant. Et auquel cas, c'est d'autres solutions qu'il faudrait lui apporter. Vous l'avez bien compris, la priorité c'est que ce beluga s'alimente de nouveau avant de prendre une décision pour le transporter de nouveau jusqu'à la mer par voie terrestre ou par voie fluviale. Ça n'a pas été décidé pour le moment. Il s'agit d'un jeune adulte qui fait à peu près 4 mètres et 700 kilos, qui n'est pas du tout censé se trouver ici. Il est habitué aux eaux froides de l'Arctique. La dernière fois qu'on a vu un beluga en France, c'était en 1948 et c'était dans l'estuaire de la Loire. Merci beaucoup Antoine Forestier avec Margot Sèvres. On en vient à ce terrible accident hier à Pontoise. 2 enfants de 10 et 11 ans ont été fauchés par une moto qui faisait un rodéo urbain en bas de leur immeuble aux alentours de 21h15. Le pronostic vital de la fillette est engagé. Anne Lorbance, vous êtes à Pontoise. Est-ce qu'on en sait davantage sur les circonstances de cet accident ? Alors les circonstances de cet accident sont encore floues. Ce qu'on sait, c'est que cet accident s'est déroulé en milieu de soirée vers 21h30. Les 2 enfants, la fillette âgée de 10 ans et le garçon de 11 ans, jouaient devant leur résidence sur une esplanade quand ils ont été violemment percutés par un garçon lancé à vive allure sur sa motocross. La fillette a été gravement touchée et percutée à la tête. Elle souffre d'un traumatisme crânien. Son pronostic vital est toujours engagée. Elle est hospitalisée à l'hôpital Necker. De son côté, le garçon âgé de 11 ans souffre d'une fracture ouverte du tibia et du péroné. Une première fois hospitalisé à l'hôpital de Pontoise, son état s'est aggravé dans la soirée. Il a été héliporté vers l'hôpital d'Amiens dans la Somme. Son pronostic vital a été engagé une partie de la nuit. Son état est désormais stabilisé. À l'arrivée des forces de l'ordre sur place, les policiers ont peiné à obtenir des témoignages de la part des habitants qui craignent des représailles. Mais la scène n'a pas non plus été filmée par des caméras de surveillance. Mais en milieu d'après-midi et aujourd'hui, le suspect âgé de 18 ans et qui n'est pas connu des forces de l'ordre s'est présenté de lui-même derrière moi au commissariat de Cergy. Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté urbaine. Merci Anne Lorbance devant le commissariat de Pontoise pour BFM TV. Vous l'avez dit à l'instant, le motard qui a pris la fuite hier s'est rendu aujourd'hui au commissariat de Cergy. Je vous laisse écouter Franck Lebas, il est du syndicat SGP Police. C'est quand même assez dramatique. On a 2 enfants qui ont été très grièvement blessés. Un enfant, donc le petit garçon qui a été héliporté cette nuit vers l'hôpital d'Amiens. Et la petite fille qui est actuellement en urgence absolue puisque la tête a été très gravement touchée par le choc avec la motocross. Alors on sait qu'il s'est présenté en début d'après-midi, un peu après 14h, au commissariat de Cergy. Puisqu'effectivement, malgré le silence qu'on avait initialement pendant les constatations, mes collègues ont pu quand même noter une identité. Et l'individu avait perdu son téléphone portable sur place, et appris qu'il s'était rendu peu après 14h au commissariat de Cergy. C'est un tacle en règle contre son camp. Jean-Luc Mélenchon, qui avait été critiqué pour avoir qualifié Taïwan de composante à part entière de la Chine, charge maintenant l'un de ses alliés de la NUPES, Fabien Roussel. Dans un nouveau billet sur son blog, il reproche au leader du Parti communiste son silence alors qu'il pense la même chose. Le leader de la France insoumise insiste aussi sur le fait qu'il défend la même position que celle de la France. Loïc Gazard. Dans un nouveau billet de blog, aujourd'hui, le leader de la France insoumise persiste et signe après ses propos polémiques sur Taïwan.
Pour ma part, je n'ai fait que répéter la doctrine constante de notre pays, la France, rappelons-le, depuis 1965 à propos de la Chine. Elle a été encore confirmée par Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères de Macron, quand il a été interrogé sur le sujet. Il n'y a qu'une seule Chine. À gauche, sa première prise de position ce jeudi avait déjà divisé la coalition. Olivier Faure prenait ses distances. L'opportunité de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan est discutable. La volonté des Taïwanais de vivre en démocratie ne l'est pas. Tandis que Julien Bayou, lui, critiquait ouvertement ses propos. Une vision assez datée, où en gros un vrai cynisme en fait en matière de géopolitique, et puis finalement tout ce qui est hostile aux États-Unis est bien, par principe. Cette vieille idée que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Si on est attaché à la démocratie, on l'est partout dans le monde et tout le temps. Ces premières fractures au sein de la coalition de gauche ne manquent pas d'être soulignées par la majorité présidentielle. On voit que les socialistes et bon nombre d'écologistes, à chaque fois qu'un responsable de la France insoumise fait preuve d'excès, et c'est assez souvent, vous l'avez remarqué, ils ne savent plus où se mettre. Ils regardent leur pupitre, ils sont très mal à l'aise. Dans un message publié sur Twitter, l'ambassade de Chine a remercié Jean-Luc Mélenchon pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron est en vacances au fort de Brégançon depuis le week-end dernier. Une pause studieuse a fait savoir l'Elysée. On retrouve sur place Adrien Portron. Adrien, l'agenda du président est pour l'instant allégé. Oui, avec Nicolas de Roussy, on suit jour après jour l'agenda du président de la République Emmanuel Macron. Et c'est vrai que depuis son arrivée il y a maintenant une semaine, c'est un agenda très allégé. Emmanuel Macron reste discret. Mais à l'intérieur des murs en pierre de ce fort de Brégançon, Emmanuel Macron continue à travailler. Il a notamment multiplié ces derniers jours les appels avec des responsables politiques étrangers. Il suit de très près les dossiers internationaux. Souvenez-vous, ce lundi, il s'est entretenu avec le président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, mais aussi avec Macky Sall, le président sénégalais, ou encore le président d'Azerbaïdjan et le premier ministre arménien sur la situation dans le Sud-Caucase. Le président Emmanuel Macron ne délaisse pas pour autant l'actualité nationale. Il suit attentivement la situation dans le pays, nous confie l'Elysée. Il phosphore aussi également sur les échéances à venir, car on le sait, la rentrée politique arrive à grands pas. Emmanuel Macron devrait rester ici au fort de Brégançon au moins jusqu'au 17 août, jour de commémoration de la libération. Alors, on a perdu Adrien Portron qui reviendra avec nous tout à l'heure. Il était donc en direct du fort de Brégançon. Dans le reste de l'actualité, du coup, on part en Ukraine avec l'un des réacteurs de la centrale de Zaporijia qui a été arrêté en urgence, et ce, après les 3 tirs à proximité de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Cet après-midi, l'Union européenne a condamné la violation irresponsable des règles de sécurité nucléaire par la Russie, qui a posté plus d'une centaine d'hommes aux alentours de cette centrale en violation des traités internationaux. On va partir retrouver Nicolas Coadou. Vous êtes à Kiev pour BFM TV. Comment ont réagi les Ukrainiens à cette réaction de l'Union européenne? Dites-nous, Nicolas. Eh bien déjà pour les Ukrainiens, il n'y a aucun doute possible, ce sont bien les Russes qui sont à l'origine de ces frappes sur la centrale nucléaire de Zaporijia. Pour vous donner une idée, l'un des plus proches conseillers de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a ce matin déclaré que si l'Europe pouvait se réveiller, c'était uniquement puisque par miracle la centrale n'avait pas explosé. Alors du côté d'Energodar, l'une des villes les plus proches de la centrale nucléaire, le maire assure à la presse locale que les Russes utilisent bien des missiles à proximité de la centrale, que sa population est paniquée et qu'il risquait d'y avoir de nouveaux mouvements de foule en direction de l'ouest, en direction des zones contrôlées par les forces armées ukrainiennes. La presse locale qui rappelle qu'une explosion sur un réacteur de la centrale nucléaire de Zaporijia équivaudrait en termes de puissance à une bombe atomique. Voilà, du côté du ministère des Affaires étrangères, on exhorte la communauté internationale à réagir sans délai et à confier la protection et le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijia à l'Ukraine. Il en va, je cite, de la sécurité du monde entier. Merci beaucoup Nicolas Coadou en direct de Kiev avec Julie Rosaire. Michel Goya, bonjour, merci de nous avoir rejoints. On va développer un petit peu avec vous cette actualité à Zaporijia. On l'a dit, cet après-midi, un réacteur s'est éteint suite à... C'est une conséquence du système de protection d'urgence qui s'est mis en route. Le réacteur s'est éteint aujourd'hui. Moscou et Kiev s'accusent de terreur mutuellement, de jouer avec la terreur.
Oui, alors il faut rappeler les faits. La centrale de Zaporijia, qui n'est pas Zaporijia, Zaporijia c'est une grande ville qui se trouve assez loin de ce site, a été occupée par les Russes depuis le 4 mars, est occupée par les Russes le 4 mars, qui continue à en assurer le contrôle et l'exploitation. Depuis vendredi, il y a eu un certain nombre de frappes qui ont eu lieu sur le site, qui ont touché des bâtiments auxiliaires et qui ont surtout touché un câble électrique qui, très probablement, devait servir à alimenter la pompe de refroidissement du réacteur. Donc, ce qui est un élément fondamental. Le risque le plus important dans ce cas-là, c'est que le réacteur ne soit plus refroidi. Auquel cas, comme à Tchernobyl, il augmente en chaleur en permanence et il finit par exploser. Ce refroidissement s'effectue grâce à l'eau du Dniepr, grâce à des pompes qui nécessitent de l'électricité. Il y a sur un de ces 6 réacteurs, effectivement, apparemment, donc le cycle de refroidissement par ces pompes extérieures a été interrompu, mais il existe évidemment des systèmes pour pallier à ces défauts, qui sont tout simplement des groupes électrogènes qui permettent de continuer à alimenter. Donc il n'y a pas de risque majeur. Maintenant, il y a 2 éléments, hors de ces aspects politiques, il y a quand même 2 éléments. Il y a les frappes elles-mêmes. Les 2 adversaires s'accusent mutuellement d'avoir lancé ces frappes. Comme d'habitude, bien sûr, sachant que le site est occupé par les Russes et on voit pas très bien pourquoi ils auraient tiré dans la zone. Et 2e élément, c'est que, évidemment, c'est ce que reproche notamment l'Union européenne et bien sûr l'Ukraine, c'est que le site est occupé, utilisé par l'armée russe, ce qui est évidemment strictement interdit. Donc ça fait déjà un petit moment. Oui. Donc encore une fois, il y a 2 aspects. Il y a un aspect gestion de la centrale qui est effectuée par l'entreprise qui continue à travailler normalement, mais sous le contrôle de la Russie et qui continue à alimenter d'ailleurs en électricité le reste de l'Ukraine, même si apparemment il y a peut-être une tentative pour les Russes de dériver complètement la production d'électricité vers la Crimée en particulier. Et puis il y a l'aspect militaire. On est dans une zone qui est malgré tout relativement proche de la zone de combat. De l'autre côté du Dniepr, le pays est contrôlé par les Ukrainiens. Et à l'est, vous avez la ligne de front qui se retrouve à quelques dizaines de kilomètres. Donc voilà. Et bien évidemment, en fonction des termes du traité, ce site doit être préservé évidemment de toute action militaire, ce qui apparemment n'est pas le cas. Et c'est la préoccupation de l'Union européenne. Merci Michel Goya d'avoir été avec nous. On revient sur Israël et les sirènes qui continuent de retentir à Tel Aviv, les tirs qui se poursuivent dans la bande de Gaza, une escalade après qu'Israël ait dit avoir tué une quinzaine de combattants du groupe djihad islamique considérés comme terroristes par l'Union européenne. Les autorités de Gaza, elles, parlent de 13 morts, dont une fillette de 5 ans. Alexia Prunier. Des tirs en plein cœur de la ville, des immeubles éventrés et des secours en permanence mobilisés. Gaza est la cible de l'armée israélienne. La nuit dernière, l'État hébreu a débuté une opération militaire contre l'organisation djihad islamique implantée dans l'enclave palestinienne. Israël a mené une opération antiterroriste précise contre une menace immédiate. Notre combat n'est pas avec le peuple de Gaza. Le pays annonce avoir tué 15 combattants, alors que les autorités palestiniennes déplorent une quinzaine de victimes parmi les civils, dont cette petite fille de 5 ans. Quelle est la faute de cet enfant? Elle rêvait d'aller à la maternelle et demandait à son père un cartable et des vêtements. Qu'a-t-elle fait de mal, cette enfant innocente? Est-ce qu'elle tirait des roquettes? Est-ce qu'elle se battait? Les tirs ont touché de nombreuses maisons. Ses habitants ont tout perdu et vivent désormais dans la crainte d'une nouvelle escalade. Tout nous est tombé dessus. Dieu merci, on est sains et saufs. Mais ma femme s'est cassé la main et mon fils a reçu des éclats d'obus dans le corps. De son côté, le djihad islamique, organisation considérée comme terroriste par Israël, l'UE et les États-Unis, a confirmé la mort d'un de ses chefs et n'a pas tardé à répondre. Une centaine de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. Et pour la première fois cette semaine, le djihad islamique a visé la ville de Tel Aviv, où les sirènes d'alerte ont retenti.
L'armée israélienne, elle, dit se préparer à mener des raids pendant une semaine. Et en bref, le président américain Joe Biden a été testé négatif au Covid-19. Cela a été annoncé par la Maison-Blanche. Le dirigeant septuagénaire reste en isolement pour l'instant, dans l'attente d'un second test négatif, a fait savoir son médecin, voilà, Joe Biden, qui avait bien contracté le Covid pour une deuxième fois en très peu de temps. Et oui. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, Guillaume, on a évidemment ce rodéo urbain à Pontoise qui a mal tourné. Dans les titres également de l'actualité, Jean-Luc Mélenchon à la charge contre ses alliés de la NUPES après des propos polémiques sur Taïwan. Le leader de la France insoumise avait qualifié de provocation la visite de Nancy Pelosi à Taïwan et s'était attiré les foudres de certains socialistes et écologistes. Est-ce le retour de la double peine? Le député Les Républicains Éric Ciotti dit qu'il va déposer une proposition de loi pour rétablir l'expulsion des délinquants étrangers en plus de la prononciation de leur peine. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est mis sous pression par sa droite quelques jours après son revers judiciaire dans l'affaire de l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen. L'escalade dans la bande de Gaza, des tirs continuent de retentir alors qu'Israël dit avoir tué 15 combattants d'un groupe considéré comme terroriste. Les autorités palestiniennes, elles parlent de 13 morts, dont une fillette de 5 ans. Le conducteur de la moto s'est donc rendu cet après-midi, un peu moins de 24 heures après avoir percuté 2 enfants à moto. Cela s'est passé hier soir entre 21h15 et 21h30 à Pontoise, dans le quartier des Hauts-de-Marcouville. Les 2 blessés sont une fillette âgée de 10 ans, elle est entre la vie et la mort toujours, et un jeune garçon, son frère de 11 ans, blessé à la jambe. Je vous propose d'écouter l'adjointe à la mairie de Pontoise. La petite fille qui était en grande difficulté hier soir a été amenée directement à Necker, a été opérée hier soir. Elle est sortie du bloc opératoire en fin de matinée, début d'après-midi, et son état ne s'est pas du tout amélioré. Elle est toujours dans un état critique. Et le petit garçon qui a 11 ans, lui, a été transporté de l'hôpital de Pontoise dans un autre hôpital pour être soigné parce que son état n'était pas terrible non plus. Guillaume Fard, ces rodéos urbains, malheureusement, j'ai l'impression que ça revient chaque année et chaque année, ça fait des drames. Oui, alors les rodéos urbains, il faut rappeler ce dont on parle. En fait, on parle de conducteurs essentiellement jeunes qui utilisent des motocross qui ne sont pas d'ailleurs faites pour rouler en agglomération et qui, roulant en agglomération à grande vitesse et à vive allure, prennent des risques pour eux-mêmes, mais aussi parfois pour les autres, pour les riverains, pour les passants. Et là, en l'occurrence, ce sont 2 jeunes enfants de 10 et 11 ans, un petit garçon âgé de 11 ans, une petite fille âgée de 10 ans qui ont été très grièvement blessés. Et d'ailleurs, le pronostic vital est très lourdement engagé pour la petite fille. Face à ce fléau des rodéos urbains, le précédent gouvernement avait tout de même agi. Il y a une loi en 2018 qui a pénalisé la participation à des rodéos urbains. Maintenant, c'est puni d'un an d'emprisonnement. Si vous êtes organisateur, vous êtes même puni de 2 années d'emprisonnement. Et puis, il y a les chiffres sur les condamnations qui n'ont eu de cesse d'augmenter au cours des 4 dernières années. En 2018, c'était 72 condamnations, c'était 672 en 2019, 991 en 2020, 1383 l'année dernière en 2021, ce qui veut dire qu'en 4 ans, on a multiplié par 19 le nombre de condamnations sur ces sujets des rodéos urbains. Pour autant, ça ne suffit pas, parce que cela reste un véritable fléau, effectivement. Parmi les mesures qui sont probablement les plus efficaces, il y a la saisie de ces motos, quand les enquêteurs y parviennent, puisqu'elles ne sont pas toujours immatriculées au nom de ceux qui les conduisent, ni toujours d'ailleurs facilement accessibles. Parfois, elles sont cachées. Et d'ailleurs, celle qui a servi dans le présent rodéo qui a blessé ces 2 enfants n'est toujours pas retrouvée. Est-ce que ça veut dire que, on a aussi beaucoup entendu parler de vidéosurveillance, est-ce que ça veut dire que là encore c'est un vœu pieux, enfin c'est inutile, étant donné que ces motos ne sont pas toujours immatriculées aux personnes qui les conduisent? En fait, la vidéo, ça sert surtout à retrouver a posteriori le conducteur. Quand vous avez un rodéo urbain, vous n'avez que 2 façons de procéder. Soit vous procédez comme procèdent les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'ils pratiquent ce qu'on appelle le tactical contact, le contact tactique, c'est-à-dire d'utiliser un véhicule de police et d'aller percuter le conducteur. Mais c'est très dangereux. D'ailleurs, on prend le risque une doctrine française, effectivement, de blesser très grièvement ou de tuer le conducteur, en tout cas de le blesser grièvement. Et on sait que quand les véhicules de police percutent des conducteurs de motocross, notamment dans des quartiers sensibles, et que ceux-ci perdent la vie ou que ces derniers perdent la vie, ça peut occasionner des émeutes urbaines. Les émeutes de Villiers-le-Bel, par exemple, ont démarré dans ce contexte-là, si vous en souvenez. Donc la doctrine française n'est pas celle-ci. La doctrine française est on
peut prendre en chasse, mais en tout cas, on ne va pas percuter le véhicule. Donc, on va essayer plutôt de le retrouver a posteriori. En cela, la vidéo est une aide efficace même. Mais cela peut prendre du temps. Et comme vous le disiez, les motos ne sont pas toujours immatriculées ou sont parfois cachées. Peuvent être cachées dans des caves, dans des lieux qui ne sont pas nécessairement accessibles. Mais quand elles sont saisies, c'est relativement efficace. On a appris, Guillaume, que le conducteur de la moto s'est rendu cet après-midi dans un commissariat. Qu'est-ce qui va se passer pour lui maintenant? Là, il est actuellement en garde à vue. Il va devoir répondre effectivement de sa conduite dangereuse. Il va devoir préciser aussi un peu le contexte parce que des premiers éléments dont nous disposons, nous, à la rédaction de BFM TV, il aurait d'abord fui. Il aurait été aidé par certains complices à dissimuler la moto, qui n'est d'ailleurs toujours pas retrouvée. Donc, naturellement, ça aggrave son cas, la fuite. Ensuite, il s'est effectivement constitué prisonnier. Enfin, en tout cas, il s'est rendu spontanément au commissariat de Cergy. Et selon d'ailleurs l'évolution de l'état de santé de ces victimes, il peut y avoir une qualification pénale qui ne sera pas la même. C'est-à-dire que si la petite fille devait décéder des suites de ses blessures, je rappelle que son pronostic vital est quand même très, très lourdement engagé, il pourrait être poursuivi du chef d'homicide involontaire. Bref, il faudra voir à l'issue de la garde à vue quels sont exactement les chefs de poursuite, mais effectivement, il est très vraisemblable qu'il soit mis en examen et poursuivi à l'issue de cette garde à vue. Merci beaucoup Guillaume Farr sur BFM TV. C'est un tacle en règle contre son camp. Jean-Luc Mélenchon, qui avait été critiqué pour avoir qualifié Taïwan de composante à part entière de la Chine, charge l'un de ses alliés de la NUPES, Fabien Roussel. Oui, dans un nouveau billet sur son blog, il reproche au leader du Parti communiste son silence alors qu'il pense la même chose, je cite. Le leader de la France insoumise insiste aussi sur le fait qu'il défend la même position que celle de la France. Loïc Gazard. Dans un nouveau billet de blog, aujourd'hui, le leader de la France insoumise persiste et signe après ses propos polémiques sur Taïwan. Pour ma part, je n'ai fait que répéter la doctrine constante de notre pays, la France, rappelons-le, depuis 1965 à propos de la Chine. Elle a été encore confirmée par Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères de Macron, quand il a été interrogé sur le sujet. Il n'y a qu'une seule Chine. À gauche, sa première prise de position ce jeudi avait déjà divisé la coalition. Olivier Faure prenait ses distances. L'opportunité de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan est discutable. La volonté des Taïwanais de vivre en démocratie ne l'est pas. Tandis que Julien Bayou, lui, critiquait ouvertement ses propos. Une vision assez datée, où en gros, un vrai cynisme en fait en matière de géopolitique, et puis finalement, tout ce qui est hostile aux États-Unis est bien, par principe. Cette vieille idée que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Si on est attaché à la démocratie, on l'est partout dans le monde et tout le temps. Ces premières fractures au sein de la coalition de gauche ne manquent pas d'être soulignées par la majorité présidentielle. On voit que les socialistes et bon nombre d'écologistes, à chaque fois qu'un responsable de la France insoumise fait preuve d'excès, et c'est assez souvent, vous l'avez remarqué, ils ne savent plus où se mettre. Ils regardent leur pupitre, ils sont très mal à l'aise. Dans un message publié sur Twitter, l'ambassade de Chine a remercié Jean-Luc Mélenchon pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine. Et nous sommes toujours avec William Tay en plateau. William, ce qu'on voit là, en fait, c'est que la gauche, la NUPES, qui s'est formée au moment des élections législatives, elle n'est pas du tout d'accord sur l'aspect international, en fait, sur le rapport, d'une part à l'Europe, mais surtout à l'étranger et à certains régimes. En fait, la NUPES est basée sur deux raisons. Un, c'est tout d'abord la question électorale. On a vu notamment au premier tour de l'élection présidentielle que malgré le nombre de candidats, les électeurs ont pratiqué ce qu'on appelle le vote utile en se dirigeant vers Jean-Luc Mélenchon. En pratiquant la question du vote utile, les électeurs de gauche ont adressé un message à leur état-major, c'est alliez-vous en vue des prochaines élections. Ce qu'ils ont fait sur le plan électoral, ce qui leur a permis d'avoir un groupe plus conséquent que ce qu'ils avaient lors de la précédente mandature. Par contre, il y a toujours des clivages sur une grande question, c'est la question internationale et européenne. Sur la question européenne notamment, on avait critiqué Julien Bayou et Olivier Faure sur le fait qu'ils rejoignaient Jean-Luc Mélenchon alors que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise proposaient de sortir des traités européens. Il y a un deuxième volet qui est la question internationale, dans la mesure où ils n'ont pas la même politique. C'est-à-dire que quand vous prenez le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, ils ont une histoire universaliste, humaniste, qui les conduisent à adopter une politique qui est en faveur des démocraties. Jean-Luc Mélenchon adopte, lui, une autre politique qui est une question de réelle politique selon lui. Sa réelle politique, c'est de faire tomber ce qu'il appelle l'empire américain afin de provoquer un ordre international qui est différent. Qui conteste l'ordre international américain? C'est principalement la Russie et la Chine. Et donc Jean-Luc Mélenchon ne propose non pas seulement une politique de non-alignement, c'est plutôt un alignement avec la Russie et la Chine pour renverser les États-Unis. Alors Jean-Luc Mélenchon redit qu'il y a une seule et même Chine. C'est aussi la position de la France. Expliquez-nous pourquoi c'est un sujet si sensible. En fait, la question de
de la Chine unique démarre au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que vous aviez deux Chines, la Chine communiste menée par Mao Tse-tung qui gardait la Chine, ce qu'on appelle continentale, et la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek qui est partie sur l'île de Taïwan. Jusqu'à très récemment, les Chinois et les Taïwanais étaient d'accord pour dire qu'ils formaient un seul peuple. Seulement, depuis l'élection de 2016 et une présidente indépendantiste, les relations entre Taïwan et la Chine se sont éloignées, notamment du égard à leur position. Il faut rappeler également la position du président chinois Xi Jinping. Le président chinois Xi Jinping a été élu sur un mandat dit à vie sur deux objectifs précis. Il faut que la Chine devienne première puissance mondiale d'ici 2049, en vue du centenaire du Parti communiste. Et ensuite, deuxième point, c'est qu'il faut que la Chine redevienne unie, notamment en annexant Taïwan. Et ce qu'il a dit, notamment l'année dernière, c'est que sa politique, c'est qu'il doit récupérer Taïwan à tout prix. Et la difficulté, à partir du moment où vous êtes plus sur un objectif de réunification paisible, vous êtes sur un objectif de réunification éventuellement armée. En tout cas, ce n'est pas exclu de la part de Xi Jinping. En plus, récemment, en mars dernier, Joe Biden, lors d'une conférence de presse à Tokyo, a indiqué qu'il était prêt à soutenir Taïwan de façon militaire. Le soutien de Nancy Pelosi arrive à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une politique qui est particulière, c'est-à-dire que Taïwan et la Chine, théoriquement, ne sont reconnus par un grand ensemble de pays Nations Unies comme un seul peuple, mais malgré tout, il y a un régime qui veut devenir indépendant, et vous avez la question dans les Nations Unies du droit à disposer de meubles. Et je pense que ce qui pose problème dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que vous avez des personnes comme Raphaël Glucksmann, comme Julien Bayou, éventuellement Olivier Faure, qui défendent le principe de la démocratie et donc du coup du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Si les peuples veulent vivre en démocratie, est-ce que quand vous êtes humaniste et de gauche et universaliste, vous n'êtes pas obligé de défendre cette population-là? Et il y a un deuxième point qui se joue, je pense que c'est la question du soutien aux Ouïghours. Notamment, on a vu que Raphaël Glucksmann, qui est le représentant du Parti socialiste au Parlement européen, est très actif sur cette question-là, notamment parce que le Parti socialiste et la gauche défend les populations dites en minorité. Si par cas vous défendez les musulmans dits oppressés en France pour plusieurs raisons, est-ce que ce serait pas cohérent de les défendre, notamment en Chine, qui sont persécutés, comme c'est montré? Alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, mène, et c'est critiqué par Julien Bayou, c'est une politique de réel-politique dans la mesure où il soutient plutôt les populations dites musulmanes en France en vue d'un objectif électoral, ce qui lui est reproché notamment à l'époque par Jean-Michel Blanquer sur la question de l'islamo-gauchisme. Et par contre, il est prêt à s'asseoir sur les Ouïghours en Chine pour soutenir le régime de Xi Jinping. Très rapidement, est-ce qu'on peut craindre réellement une guerre, un conflit armé entre Taïwan et la Chine à court terme? Moi, ce que je dis, c'est que en tout cas, on ne peut pas l'exclure pour plusieurs raisons. D'une part, parce que Xi Jinping a annoncé qu'il était capable de reprendre Taïwan par tous les moyens possibles. Et quand vous avez le président chinois qui construit chaque année l'équivalent de la flotte française, ou entre 1 à 3 ans pour construire la flotte française, pour ne pas exclure que la Chine puisse l'envahir, surtout si par cas la présidente de Taïwan, qui est indépendantiste, proclame l'indépendance de Taïwan. Si par cas la Taïwan proclame son indépendance, il est vraisemblable que la Chine envahissent Taïwan. Il y a un deuxième point qui joue, c'est la tactique américaine. Les États-Unis veulent rester première puissance mondiale. C'est une politique qui est cohérente depuis Barack Obama et le pivot américain, à Donald Trump sur Make America Great Again et également sur Joe Biden. Pour rester première puissance mondiale, quelle est la meilleure tactique en vue de la montée inexorable de la Chine? Nous, on estime notamment, en vue des écrits que nous avons écrits, il y a 4 conditions cumulatives qui font que la Chine va vraisemblablement devenir la première puissance mondiale d'ici 2049. C'est la transition de leur économie par rapport au vieillissement et par rapport à la réorientation sur la consommation intérieure. Le deuxième point, c'est qu'ils doivent vaincre le Covid. Pardon, pour faire clair que la Chine devienne un pays... première puissance mondiale. Oui, voilà, mais en gros que l'économie de la Chine ne devienne plus un pays manufacturier, mais un pays consommateur. Tout à fait. C'est ça que vous... C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Le deuxième point, c'est la question de vaincre le Covid, parce qu'ils ont des difficultés sur le plan interne. Le troisième point, c'est la réunification et l'annexion de Taïwan. Et enfin, le quatrième point, c'est l'échiquier mondial. S'ils réunissent ces 4 conditions, vraisemblablement, la Chine, inexorablement, deviendra première puissance mondiale. Et ce qui s'applique, en fait, c'est la thèse de Graham Lissom dans le piège de Thucydide, c'est qu'en fait, la puissance dominante, donc les États-Unis, fait face à la puissance émergente et peut inciter à une guerre, notamment pour bloquer l'expansion de la puissance émergente, donc de la Chine. Donc à ce titre-là, je ne dis pas que les États-Unis veulent mener une guerre ou que la Chine veut mener une guerre. À l'heure actuelle, ils ne veulent pas avoir de guerre. Par contre, vous avez plusieurs éléments, c'est ce que raconte Graham Allison, notamment lorsqu'il revient sur la question de la Première Guerre mondiale. Un seul élément peut conduire à une montée en tension qui mènerait vers la guerre. Ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, pour vous, les seuls qui ont intérêt à faire la guerre, ce seraient les États-Unis. Et pour vous, la Chine se fait juste tester. Je vais être plus précis. La Chine peut avoir intérêt à faire la guerre pour récupérer Taïwan. Parce qu'ils ont besoin de Taïwan pour devenir première puissance mondiale. Et donc, du coup, les deux peuvent avoir intérêt à faire la guerre en fonction du contexte. C'est pour ça que tout dépend d'une question de date, en fait. Si par cas vous arrivez, c'est une question de temporalité. D'ici 2030, la Chine doit traverser les 4 défis que je vous ai énoncés. Donc, si par cas elle traverse 2030-2040, elle ne fera pas la guerre parce qu'elle est sûre, elle sera certaine de devenir première puissance mondiale en raison de la croissance économique de la Chine depuis les réformes de Deng Xiaoping. Si par cas on arrive sur un temps récent, les États-Unis peuvent intérêt non pas
à encourager à avoir une guerre, mais à encourager un conflit entre la Chine et Taïwan, ce qui est complètement différent. Parce que l'un des intérêts des États-Unis à Taïwan, au-delà de leur, je dirais, de leur influence, qu'on parlerait du soft power, parce qu'on pourrait dire que la démocratie est un peu le soft power des Américains, c'est que sur le plan économique, en revanche, les États-Unis ont un intérêt en termes de production, notamment toute l'histoire qu'on a eue autour des microprocesseurs depuis 2 ans. Il y a eu une pénurie de microprocesseurs. Et donc, du coup, ça, on peut dire que c'est l'intérêt majeur des États-Unis à Taïwan. J'irais même plus loin, c'est même au-delà de la question des microprocesseurs sur Taïwan. Taïwan est la première ligne de défense des Américains. Si par cas, les Américains, ça fait partie des 4 conditions que je vous ai énoncées, perdent Taïwan, il est vraisemblable que le rapport de force bascule en faveur de la Chine. Et surtout, Taïwan est un des cœurs avec Singapour sur la question de la zone Indo-Pacifique. La zone Indo-Pacifique va représenter dans les années à venir 50% de l'économie mondiale. Ça va représenter 3 milliards de consommateurs. Si vous perdez cette zone stratégique, vous perdez un cœur battant de l'économie mondiale. Donc c'est un cœur économique, c'est un cœur technologique et c'est un cœur géopolitique. Et c'est pour ça que nous, on parle d'éventuelle concurrence systémique. Parce qu'à la différence du conflit ou de la guerre froide qu'on a eu entre les États-Unis et l'URSS, il se jouait sur plusieurs niveaux économiques, militaires et sur des questions de régime. Là, par contre, vous avez une concurrence à tous les niveaux, sur le niveau technologique, sur le niveau spatial, et c'est pour ça qu'il y a des risques qui sont importants. À l'heure actuelle, et c'est ce que dit Graham Allison, il n'y a pas d'intérêt pour les 2 pays d'avoir une guerre. Par contre, est-ce que certains partis, certains enjeux, certaines micro-factions peuvent avoir tendance à faire monter les tensions en vue d'avoir des guerres internes? Tout est possible. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'exclure, comme ce qu'on avait dit sur la question de l'Ukraine. Merci beaucoup William T pour ce point très complet autour de la Chine et de Taïwan. C'est une annonce d'Éric Ciotti sur Twitter. Le député Les Républicains compte déposer une proposition de loi dès lundi, précise-t-il, pour instaurer une double peine automatique pour les délinquants étrangers et permettant l'expulsion administrative de tout étranger si la France le décide. Fin de citation. Cette question avait déjà été évoquée par le ministre de l'Intérieur très récemment suite à l'agression de 3 policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Gérald Darmanin parlait lui aussi d'une forme de double peine. Alors, Éric Ciotti, Gérald Darmanin propose-t-il la même chose? La réponse d'Alexis Cuvillier du service politique de BFM TV. Il y a quand même 2 personnalités qui ne sont plus du tout dans la même famille politique maintenant. Il faut le rappeler, Gérald Darmanin a quitté les Républicains depuis longtemps maintenant pour participer au gouvernement d'Emmanuel Macron. D'abord au budget au début du quinquennat, puis ensuite à l'intérieur. Éric Ciotti, lui, est sur une ligne qui a longtemps été qualifiée de droitière au sein même de LR, même si certains pointent que ces derniers mois, il a pu parfois donner l'impression de se recentrer légèrement, avec un enjeu pour Éric Ciotti, c'est la présidence des Républicains, la présidence du parti. Éric Ciotti est a priori favori dans ce scrutin interne qui va se jouer à la fin de l'année. Le sujet de cette insécurité et de cette gestion de la question des délinquants étrangers va probablement être un sujet important à la rentrée, puisque vous savez que le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il y allait avoir un débat sur cette question. Obligé, semble-t-il, puisqu'il a perdu, selon toute vraisemblance, un arbitrage gouvernemental avec Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, obligé de reporter le texte peut-être un petit peu plus tard que ce qu'il avait imaginé, Gérald Darmanin. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'évidemment Éric Ciotti le tacle. Il parle de procrastination. Il dit que le pouvoir macroniste sort de 10 ans d'inertie, je cite les mots du député des Alpes-Maritimes, et de renoncement coupable. Donc voilà, là on sent qu'il va y avoir un rapport de force entre la droite et le ministre de l'Intérieur sur cette question. Il était maintenu dans le coma après un jeu dangereux sur les réseaux sociaux. Le jeune Archie, 12 ans, est décédé à la mi-journée. Il avait été